Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Georges Djaoudi, vice-président écologiste de la métropole en charge de la prévention, de la collecte et de la valorisation des déchets. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Trop de déchets dans nos poubelles, trop mal triés. Les métropolitains méritent un bonnet d'âne. Nous en produisons chaque année 240 000 tonnes. Le chiffre ne recule pas assez vite et la métropole veut passer à la vitesse supérieure. Chacun de nous sera donc mis à contribution. Et les réflexes vont devoir changer. On fait le point avec Georges Djaoudi, élu écologiste également à Saint-Martin-d'Air. Par ailleurs, très opposé dans sa commune au projet NERPIC ou encore aux caméras de vidéosurveillance. Vous le voyez, beaucoup de sujets à aborder donc avec lui. Georges Djaoudi, vous êtes conseiller municipal à Saint-Martin-d'Air, je le disais, conseiller métropolitain et vice-président de la métropole. Un mot sur Saint-Martin-d'Air. Vous êtes élu dans l'opposition au maire communiste de Saint-Martin-d'Air, mais vous siégez dans sa majorité à la métropole. On a toujours du mal à comprendre. Oui, et puis c'est normal, hein, mais c'est normal sur le plan de l'énoncé tel que vous le faites. En fait, à Saint-Martin-d'Air, nous avons, dans le mandat précédent comme dans ce mandat, on se positionne plutôt comme une force politique critique par rapport à ce qui se fait dans la commune. Et si pour un peu résumer, entre guillemets, la nuance qui nous sépare de la majorité, elle tient dans l'exercice du mandat lui-même. Et puis, évidemment, un certain nombre de dispositions qui sont bien connues de la part de ceux qui veulent développer tous les aspects, je dirais, de paisibilité, d'écologie dans la vie urbaine. Voilà, à savoir que l'on estime que les dispositifs qui sont mis sur Saint-Martin-d'Air, qui évidemment sont tributaires de son histoire, eh bien, ne sont plus d'actualité en matière tant de participation citoyenne, de développement d'activités, de place du piéton, de place... Enfin bon, ça touche après... C'est tous ces écueils qui ont rendu impossible, finalement, un contrat de mandature commun. C'est ces écueils qui nous aurions sollicité avoir une mandature commune à condition que tous ces éléments soient pris en compte. Ça n'a pas été le cas, voilà. Donc on reste évidemment très critique. On sait approuver d'ailleurs une série de dispositions quand on estime qu'elles sont tout à fait légitimes par rapport à notre politique, mais on sait prendre nos distances, voire combattre un certain nombre d'éléments qui nous semblent, à contrario, desservir la paisibilité de Saint-Martin-d'Air. On va le voir sur certains dossiers un peu plus tard. Alors, c'est votre première participation au Récap Info. On va donc faire un peu mieux connaissance. Vous avez 73 ans, vous êtes informaticien retraité, ancien militant de la CFDT. Oui, j'ai été secrétaire général du département de l'Isère à CFDT dans les belles années, entre guillemets, hein, celle du quasiment plein emploi, mais qui était le début je dirais un peu de la casse industrielle, hein, qui sont les années 70 à 80, enfin jusqu'à 83. Voilà. Et donc, j'étais un militant syndicaliste depuis le début de mon activité dans l'industrie informatique, puisque c'est dans cette industrie que j'ai grandi et que j'ai développé toute ma profession. Et militant écologiste aussi, depuis les années 80. Depuis les années 80, où à l'issue de l'échec de la liste du Bedou, dans ces années-là, eh bien, nous avons effectivement construit un mouvement qui se veut toujours d'ailleurs, puisqu'il perdure, justement à cheval entre ce qu'étaient les gammes que l'on a connues du temps de Dubedou et puis je dirais le moteur de la prise en compte des problématiques écologistes. Voilà. Alors, depuis longtemps investi sur plusieurs questions, celle du logement social en particulier, de la réduction des déchets. C'est aujourd'hui la délégation que vous avez à la métropole. Petite indiscrétion, on vous dit très proche, très ami d'Éric Piolle, le maire de Grenoble. Oui, c'est sûr. C'est sûr, oui. C'est une personne que nous avons collectivement découvert proche de 2008, 2010, et sur lequel nous avons, à de nombreux écologistes, misé, parce qu'on pense qu'il a le talent de justement créer la dynamique, l'entraînement qui était nécessaire, qui pouvait conjuguer à la fois des marqueurs écologistes et aussi être capable d'entraîner au-delà de ce que... élargir le rassemblement. Élargir le rassemblement et de placer tout le monde dans une situation de coparticipants
Et puis, à la ville, autre indiscrétion, vous êtes le mari de Maryse Oudjaoudi, qu'on connaît bien, cadre chez Europe Écologie Les Verts au niveau national. Elle est au bureau exécutif, c'est ça encore? Oui, elle l'a été jusqu'à quelques mois, oui. Et puis bon, elle est toujours active dans les instances nationales. On parle d'Europe Écologie Les Verts, votre parti de cœur. Qu'est-ce qu'il en reste? 17 députés en 2012. Aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'Assemblée nationale, même plus un groupe, a fortiori. Est-ce que Europe Écologie Les Verts, finalement, n'a pas disparu du paysage national, en tout cas? Tout a été fait pour qu'on disparaisse. D'accord. Il y a eu une conjugaison, je dirais presque une lame de fond, à la fois dans le Parti socialiste, dans sa configuration d'il y a quelques années, et même chez beaucoup de nos partenaires, pour que l'on disparaisse. Alors, nous estimons qu'effectivement, il y a la conjonction de deux aspects. Tout le monde croit que l'écologie est maintenant intégrée dans chaque parti politique. Et sur le plan du discours, je pense que on peut même dire que c'est quasiment vrai, quoi. Tout le monde s'approprie. Et donc ça exclut Europe Écologie. Voilà. Donc du coup, ça exclut Europe Écologie, voilà. Et puis par contre, lorsque il y a l'aspect rappel il faut passer aux actes, à ce moment-là, on devient des gêneurs, des empêcheurs de tourner en rond importants. Donc c'est le constat des choses. J'entends bien la recomposition politique nationale, mais vous ne pouvez pas ne pas regarder aussi devant votre porte. La participation de Cécile Duflot au gouvernement a été assez contestée en interne dans votre parti. Les cartes ont été brouillées ensuite avec Emmanuel Cos. Aujourd'hui, vous avez un secrétaire national qui s'appelle David Cormand. On ne peut pas dire qu'il crève l'écran. Il y a quand même des organisations internes qui peuvent troubler. La période est une période qui ne facilite pas cette expression que je signale, qui est à la fois de souligner les progrès qu'il y a dans la société en matière de perception d'écologie, et puis les urgences qui deviennent de plus en plus criantes. Et c'est certain que, y compris sur le plan de l'organisation et de l'action de militants, ça crée un malaise. Parce que le premier aspect que je cite, qui est de dire les convictions ou les perceptions écologiques sont plus larges, tente à donner de l'espace à tous ceux qui disent « je veux passer aux actes ». Et j'en fais partie aujourd'hui. Dans ce que je vais exprimer, je ne suis pas sur les déchets. Voilà, c'est de dire oui, il faut parier qu'on peut passer aux actes, y compris dans le contexte que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a le deuxième volet qui consiste à dire urgence. L'urgence et ce que nous faisons est insuffisant par rapport à l'urgence. Sauf que cette urgence-là et ce discours de l'urgence, on l'entend tous les jours. La COP23 vient de s'achever et on entend parler d'urgence à chaque conférence internationale. Vous ne pouvez pas évidemment échapper à la question sur Nicolas Hulot. Il a longtemps été soutenu par Europe Écologie Les Verts. Il a même failli être un de vos candidats par le passé sur le plan national. Vous en pensez quoi du ministre Nicolas Hulot ? Alors, le ministre, on a, je pense, choisi collectivement d'être prêt à appuyer ses actions. Mais voilà. Je dis pas mais. Mais c'est en même temps qu'on a exprimé qu'on allait appuyer ses actions, on a estimé qu'on avait de forts doutes qu'il arriverait à avoir l'autorité suffisante et à gagner à chaque négociation qui se passe. Alors pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on constate que, hélas, on avait un peu raison, mais ce n'est pas un souhait. On ne souhaite pas avoir raison. On souhaite qu'effectivement, les choses peuvent être tranchées selon les problématiques qu'il avance et les actions qu'il avance, mais on reconnaît qu'aujourd'hui, alors il a gagné sur le recul des polluants chimiques, là, mais le reste, on va dire... oui, sur le nucléaire, on ne va pas dire que ce soit ça, sur le CETA, le traité international, on ne va pas dire que ce soit ça. Etc. On voit qu'il peinera, il peinera à gagner. Noël Mamère, écologiste, ancien député écologiste, dit c'est finalement un spectateur impuissant dans ce gouvernement. Noël a le don effectivement, donner une image forte. C'est que, vous partagez cette idée ? Honnêtement, personnellement, non. J'estime qu'on n'en est pas à l'impuissance. Par contre, on l'a toujours déclaré, on risque d'avoir coulé vers cette situation. Je le répète, on ne le souhaite pas.
Allez, Georges Djaoudi, on parlera aussi de Saint-Martin-d'Hères dans un instant, en fin d'émission. Venons-en à la politique de gestion des déchets. C'est votre délégation pleine et entière à la métropole. Vous en êtes vice-président. Vous venez d'annoncer un grand schéma directeur pour la période 2020-2030. Vous avez dit cette semaine, pour qu'il soit une réussite, ce grand schéma, eh bien, nous irons jusque dans les cuisines des habitants. Il faut dire que notre métropole est très mal placée en matière de gestion des déchets et pourtant l'enjeu est de taille, puisque chaque habitant de la métropole jette chaque année 531 kilos d'ordures. Sur la métropole grenobloise, le poids des déchets recyclés n'a pas augmenté depuis 1998. Il était donc temps de réagir pour la métropole. Ce schéma directeur des déchets, c'est l'un des chantiers les plus importants de ce mandat. Sur ce sujet-là, on a été finalement assez en retrait, les pouvoirs publics comme les citoyens. Donc on a une responsabilité collective, donc il nous faut qu'on change de braquet. Ça marche à d'autres endroits, il n'y a pas de raison que nous, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment qu'on se saisisse de ce sujet-là pour en faire un sujet collectif, finalement de réussite collective. Il faut qu'on soit bien meilleur là-dessus. D'ici à 2030, les enjeux sont nombreux. Réduction de la production des déchets, un meilleur tri et valorisation de ces ordures avec l'ajout de conteneurs verts et textiles, la création d'une police de l'environnement. Sur les 238 millions d'investissements global, 170 sont dédiés à l'investissement des outils, comme l'incinérateur qui date de 1972 ou encore la création d'une usine de méthanisation à Murianette. Les poubelles seront pucées et badgées avec la mise en place d'une tarification incitative. Nous enverrons aux impôts un espèce de coefficient qui fait que dans cette partie, il y a une partie fixe. Je ne sais pas, je vais dire sur 100 €, il y aura peut-être 65 € de fixe. Et puis l'autre partie dépendra du coefficient. Et ce coefficient, nous l'obtiendrons comment ? Eh bien, tout simplement par le fait que chaque conteneur qui sera ramassé va être identifié. Et donc on saura qu'est-ce qui a été déposé par l'habitant en poids de déchets. Objectif final, réduire de moitié la poubelle grise et valoriser les 2/3 de la poubelle verte. Des objectifs qui permettraient une baisse de 20% des déchets produits par habitant, soit une réduction totale de 22 000 tonnes de déchets. Le propriétaire a le droit de refacturer dans les charges. Alors, effectivement, on le voit, c'est clair dans le reportage, mais tout ça mérite d'être décortiqué. Un plan global, on le disait, d'environ 240 millions d'euros, donc pour les 13 ans qui viennent. 170 millions pour améliorer les outils de traitement, on va en reparler. Pour le reste, Georges Djaoudi, il s'agit de faire évoluer les comportements. Vous le dites, les métropolitains n'ont pas le choix, il faut qu'ils s'y mettent. Oui, il faut qu'ils s'y mettent parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le niveau de déchets que nous avons aujourd'hui n'est pas acceptable, il est trop élevé. Le deuxième point, c'est que notre métropole fait partie des mauvais élèves. Alors, on corrige cet aspect mauvais élève par le fait que nous avons des équipements industriels qui sont d'assez bonne qualité, en efficacité, pardon. Et donc, on arrive à ce que le rendu, c'est-à-dire à la fin, ce que l'on va valoriser, etc., est quand même avec un coefficient d'efficacité qui fait plutôt on remonte après parmi les autres collectivités. Mais par contre, sur ce que l'on collecte, ce qui arrive en entrée de chez nous, eh bien, on est mauvais. Et donc, depuis 1998, nous récoltons 58 kilos par habitant dans notre poubelle sélective, point d'apport volontaire ou poubelle verte. Et ces 58 kilos ces 58 kilos, excusez-moi, étaient les mêmes en 98. Donc ça veut dire qu'on produit toujours la même quantité. On produit la même quantité, et pourtant Dieu sait si depuis il y a eu, on va le convenir tous quand même, des dépenses de communication, de pédagogie, etc., etc. Mais on ne bouge pas. Voilà. Alors l'objectif, d'abord sur la poubelle grise, faire en sorte que dans les 13 ans qui viennent, on la diminue par 2. Voilà, divisé par 2, en sachant qu'il y a des collectivités aujourd'hui où c'est déjà visible. Besançon, c'est le cas. On va vers les 108 kilos, c'est ce qu'on souhaite en 2030. Ils en sont à 110 kilos à Besançon. Et puis ensuite, on peut aller dans beaucoup de communes italiennes du Nord, à Trévise, à Parme, même à Milan, avec une volumétrie bien plus grande que la nôtre, en Espagne aussi, où cette volumétrie est déjà atteinte. Donc cette poubelle grise, c'est ce qu'on appelle les déchets ménagers. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour les diminuer ?
Alors pour les diminuer, il faut d'abord que la collectivité, je pense, offre des alternatives. Alors il y a la première des alternatives importantes, c'est d'offrir la possibilité d'écarter les matières putrescibles, celles qui vont être destinées à des compostages, les déchets alimentaires en premier lieu. Voilà. Donc on va proposer des solutions de collecte des déchets alimentaires. Déjà, en principe, la poubelle dite grise, enfin celle des résiduels, qui dans certains endroits nous est présentée 2 fois par semaine, voire 3 fois par semaine des fois, eh bien dans les lieux, dans les collectivités où la collecte des déchets alimentaires est faite, les habitants sortent ces poubelles toutes les 3 semaines. Donc ça veut dire l'écart énorme qu'il y a. Ça veut dire une nouvelle poubelle. Je comprends bien, la poubelle marron dans laquelle je mettrai les épluchures et le reste de mon assiette pas consommé, c'est ça? Voilà, les viandes, os, enfin tout. Là, on peut être plus large puisque derrière, nous allons faire un compost industriel, donc qui est quand même plus performant que les composts individuels. Je pensais que vous alliez aussi me parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce que j'ai lu un chiffre étonnant, 1 baguette de pain sur 3 finit à la poubelle. Oui, c'est le. Alors quand on fait des actions sur les déchets alimentaires, on commence d'abord par le pain. Donc il y a maintenant des actions bien rodées, une méthodologie dans les cantines, qu'elles soient pour des adultes ou des enfants. On sait indiquer, enfin de donner les bonnes manières de faire, et on aboutit effectivement à des régressions de. Et le pain, c'est le premier des gâchis apparents. Maintenant, en poids, il y a aussi tout le reste. Et alors tout le reste est un peu plus difficile à conquérir, notamment dans la restauration collective, mais on a des résultats qui sont spectaculaires. Ça demande plus de temps. Il faut agir sur l'équilibre des repas, sur le dimensionnement des repas, par exemple, dans les écoles, c'est courant qu'on serve le même volume pour un enfant de 6 ans comme pour un de 11 ans. Bon, donc ces choses-là, une fois qu'elles sont comprises, adaptées, qu'on a pris les bonnes dispositions, on s'aperçoit qu'on arrive à réduire de façon spectaculaire les déchets. Voilà. Donc j'ai bien noté cette poubelle marron, du coup, en plus, ça me fait une poubelle de plus à sortir de temps en temps, avec des actions spécifiques dans les restaurations collectives et dans les restaurants même tout court. Et dans les restaurants tout court, on commence d'ailleurs une expérience dans le centre-ville de Grenoble pour de la collecte directe chez les restaurateurs qui nous demandent d'ailleurs en tant que service public de découvrir une relation avec le commerçant qui est quand même nouvelle, et je pense que c'est un progrès pour tous, puisqu'on est... Voilà, ça oblige sur le plan à la collectivité d'avoir des actions qui touchent le comportement des citoyens et de ne pas se contenter de ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire on contente de passer dans la rue. Et effectivement, cette poubelle marron, elle va être testée dès la fin du mois de novembre chez 3000 foyers, je crois. 3000 foyers, oui, on a de 2300, je crois, à la Capuche, le côté gauche de la Capuche, et puis à la commanderie Chirol, où il y a 700 foyers qui sont visés. Alors, on a aussi les poubelles vertes, et là aussi, il y a un défi, c'est de mieux trier cette poubelle verte. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette poubelle verte qui n'ont rien à y faire. Plus du tiers, voire même 40% dans cette poubelle n'en sont pas du tout à leur place. Et il y a je dirais, ça crée une pollution pour évidemment tout le reste du gisement. Et donc ça, c'est une réduction des performances. Mais il faut savoir que dans la poubelle dite grise, enfin dans les OMR, même chose, il y a 28% qui sont dans cette poubelle et qui devraient être dans la précédente. Il y a dans la verte, et donc retraitées et valorisées. Et donc retraitées, valorisées, etc. Alors qu'évidemment, quand elles sont dans l'autre poubelle, elles finissent à l'incinération. Pourquoi il y a toutes ces erreurs, et particulièrement chez nous ici, à Grenoble? Comment est-ce qu'on l'explique? Difficilement explicable. D'ailleurs, je conviens que dans les discussions que nous avons, y compris que j'ai eues vis-à-vis des élus pour leur présenter nos objectifs, etc., et les convaincre, puisque, a priori, par rapport à notre situation, ils sont souvent vus comme étant des objectifs ambitieux, eh bien, c'est de leur donner l'image réelle de ce que nous collectons aujourd'hui et du caractère un peu désastreux du geste citoyen.
Nous n'avons pas cette date d'explication. Par contre, on va mettre en place avec l'ensemble des communes des dispositifs. L'idée, c'est d'aller regarder chaque tournée à la loupe, parce qu'il y a des tournées que nous faisons où sur 15% du trajet de la tournée, eh bien, pour faire simple, je dirais, ça pollue tout le reste de la tournée. Voilà. Donc on va essayer d'extirper ces portions, d'en discuter avec les communes de la pédagogie qu'il faut adapter, parce qu'évidemment, elle ne sera pas la même selon les sociologies, la nature des habitats, etc. Il y a forcément des conclusions à tirer, c'est-à-dire du côté service public, on aura peut-être des choses à changer. Le type de collecte, la modalité. On sait qu'il y a beaucoup de dispositifs qui existent qui peuvent améliorer les qualités, les distances pour déposer, la nature de ce qui est à déposer, les aspects peut-être de gros volumes, gros cartons, etc., qu'il faudra traiter à part. Voilà. Ça, c'est pour la collectivité et le particulier. Et par contre, sur le particulier, effectivement, il va falloir, après une forte pédagogie qui devrait l'entraîner à ce que les gestes soient meilleurs avec des moyens meilleurs, éventuellement, on soit capable de passer au redressement de situation, c'est-à-dire à la sanction. À la sanction. On va y venir. Alors, pour diminuer la production de déchets, alors on a bien compris, mieux trier et diminuer la production de déchets. Pour inciter à cette diminution de production des déchets, il y aura un nouveau dispositif qui sera mis en place sur la métropole. C'est un système de puces sur les containers à ordures qui permettront de peser la production de chaque habitant. Voilà. Alors, premier point, c'est la métropole va s'approprier l'ensemble des containers, puisque à partir du 1er janvier de cette année, la distribution des containers est gratuite. Donc, ça va permettre d'agir, comme nous l'évoquions, sur les volumétries, puisque le dispositif qu'on met en place va faire qu'on aura plus. On va devoir avoir plus de place dans nos poubelles sélectives que par rapport à la poubelle OMR. Donc, il va falloir remembrer les volumétries, mais ça sera de notre responsabilité. Donc, on n'aura pas besoin d'attendre que le particulier fasse les gestes nécessaires. Voilà. Ce système de puces, on parle de quoi? De 2019-2020, c'est ça? Alors, on fera certainement des expériences en 2019 ou des trajets à blanc en 2019. Donc, l'idée, c'est une identification des conteneurs. Je dis entre parenthèses, ça va nous permettre de mieux connaître tous les conteneurs errants que nous avons dans nos et on n'imagine pas le volume, c'est incroyable. Donc, de le réapproprier, les redonner, etc. Enfin, bon, que les choses soient mieux identifiées. Donc, une petite puce qui permettra, au moment où on va lever le bac, d'identifier l'adresse et donc d'avoir la levée ou le poids selon le... Même pour les bacs collectifs, alors, ça va se passer par pour le les bacs système collectifs, de pesée, évidemment, ce sera l'adresse du bac collectif qui sera connue. Donc, on discutera avec les syndics de la manière dont ils vont faire répartir, mais ça sera à la diligence de chaque syndic. Ça sera des millièmes, ça sera d'autres façons. Chacun décidera. Voilà. Parce que pour aller jusqu'au bout de la démonstration, en fonction du poids d'ordures produit, la facturation sera ajustée. Sera ajustée, au même titre que l'eau, où on a un aspect, presque d'abonnement, et puis un aspect qui dépend de la consommation. Voilà. Alors, je crois qu'on ne peut pas jouer sur 100% du tarif, mais il y a 20%, je crois, du tarif. Oui, voilà. Globalement, tous ceux qui l'ont mis en place visent sur un quart de la tarification qui est mobile. Donc, il faudra badger pour ouvrir les containers à ordures. Ça a été testé quand même dans d'autres agglomérations, pas toujours avec grand succès. On se souvient de l'expérience de Saint-Marcellin qui n'a pas été très fructueuse. On parlait d'ordures qui, du coup, étaient jetées dans la nature, de trafic de containers de l'un à l'autre, où on allait porter sa poubelle dans le container du voisin. Vous craignez pas ce genre d'écueil ? Alors, ce genre d'écueil existera, il ne faut pas se le cacher, mais justement, les leçons qui ont été tirées de tous ceux qui, heureusement pour nous, ont essuyé les plâtres à notre place, c'est que ce dispositif ne peut pas se mettre en place si on n'a pas mis un effort important dans la liaison avec les habitants. Voilà. Donc, on est en train de le mesurer aujourd'hui. On s'aperçoit que, contrairement à d'autres pays, en France, nous avons de la difficulté d'avoir une identification de la relation avec l'habitant. Il y a des pays où il y a des concierges partout, etc. Donc, les choses sont beaucoup plus simples. Chez nous, on a des sociétés de nettoyage en frontal, beaucoup fragmentées d'ailleurs, des petites entreprises souvent. Et puis, on a ensuite des syndics qui sont leurs ordonnateurs. Et donc, nous devons mettre ces deux types de cibles-là absolument dans le coût
de notre dispositif. Et voilà. Donc on est en train, notamment dans l'expérience, de mesurer l'effort que nous devons faire pour les convaincre et les intégrer dans le dispositif. 2 ans pour faire tout ça, ça semble très court. Autant l'ensemble du schéma va jusqu'à 2030, on se dit il y a un peu de temps. Autant là, pour ce changement de culture radicale, on se dit ça va être un peu court. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que dans une expérience, c'est d'abord le caractère vrai, expérimental ou pas. Nous voulons faire une vraie expérience. Je ne rentre pas dans les détails, mais quand on regarde après à la loupe chaque expérience, on essaye des matériels différents, on essaye des dispositifs différents, etc. Donc on est bien dans un grand test grandeur nature. Et puis, il y a la réactivité que l'on aura. Alors, je ne jure de rien, mais on a compris qu'il fallait à tout prix corriger assez rapidement les dysfonctionnements si l'on veut que l'expérience chemine de manière positive. Un petit détail, la métropole revend une bonne partie des déchets valorisés. Ça rapporte du coup de l'argent à la métropole. La vente de chaleur, 1 million d'euros par an. La vente de matériaux, presque 3 millions d'euros par an. Si tout se passe bien, finalement, on va perdre ces recettes. Alors, vente de chaleur, d'abord, c'est plus qu'1 million, c'est 4 millions par an. Voilà, donc non, ce genre de ressources restera, puisque... On aura quand même des déchets, il en restera suffisamment. Voilà, et il en restera des déchets. On a choisi la valorisation, de privilégier la valorisation matière. Donc celle-là nous rapporte autour de 5 millions par an. Donc j'espère qu'elle va se développer, celle-ci. La partie de valorisation énergétique, elle devrait se compenser parce que nous allons procéder dans la prochaine DSP à une revalorisation du prix de ce que les déchets vendent à la chaleur. Parce que DSP, délégation de service public. Délégation, merci. À force dans la délégation de service public, c'est-à-dire l'industriel à qui l'on confie la gestion de la chaleur va devoir acheter notre chaleur plus cher que nous la vendons aujourd'hui. Voilà. Alors précisément, vous évoquez les équipements. C'est la deuxième grande partie de ce schéma directeur des déchets, c'est d'agir sur les grands équipements, avec notamment une grande rénovation de l'usine Atanor à La Tronche. Pour agrandir, pour changer les lignes de tri, ce sont de très gros investissements. Ça veut dire qu'on n'a rien fait jusqu'à maintenant, qu'on a trop attendu ? Non, alors on n'a pas rien fait parce qu'on donne les dates de nos usines. Et c'est vrai qu'il y a une partie d'Atanor date bien de 72. Mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travaux, le traitement des fumées, on a fait des réfections dans des fours, dans des chaudières, sur les accès aussi. Mais on ne peut pas cacher à un moment donné, il y a des parties, notamment dans les chaudières, qui datent effectivement de 72. Et donc on arrive au bout, c'est-à-dire arriver au bout, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des dysfonctionnements, mais on va avoir des coûts de maintien, des coûts de surveillance, etc., qui vont entamer la courbe exponentielle, où ça va nous revenir excessivement cher. Voilà. Du coup, on va faire de gros travaux de fond sur cette usine Atanor. Les territoires voisins, d'ailleurs, qui l'utilisent en partie, seront mis à contribution. Alors, c'est ce que l'on veut. Alors, quand vous avez cité le chiffre de 238 millions d'investissements, en fait, c'est en tenant compte de leur participation totale. Mais actuellement, nous sommes en train de bâtir avec eux la façon dont nous allons mettre en place ce dispositif. Donc le Voironnais, le Grésivaudan ? Le Voironnais, le Grésivaudan, l'Oisan, le Trièves, la Matésine et une partie de la Bièvre. Et puis évidemment, quand on parle d'argent, on se dit que le contribuable va être mis une nouvelle fois à contribution. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères risque d'exploser ? Eh bien, grande surprise, y compris pour moi. C'est que, d'abord, on a promis que la taxe ne bougerait pas pendant ce mandat. Donc ça, c'est jusqu'en 2020, on est jusqu'en 2020, c'est sûr. Il faut dire qu'elle a beaucoup évolué l'an dernier. À 17%, oui. Donc il ne faut pas se cacher les choses. Il y a eu un bond. Si vous voulez, les déchets ne coûtent même, je pense qu'il y a même une économie par rapport à 2005, globalement, en euros constants, si on devait faire la comparaison. Et alors, si on tient compte de toutes les taxes qui ont été mises en place depuis 2005, on s'apercevra que le coût efficacité s'est énormément amélioré. Tout ça a été possible parce que notre endettement tombait vers zéro.
Donc le fait de l'augmentation que nous avons fait, c'était de dire qu'il va falloir améliorer beaucoup de services, dont les déchetteries, etc., mais aussi que nous devons changer nos équipements et donc on devait se mettre dans un dispositif économique qui était plus viable pour les futurs équipements. Et à l'époque, l'an dernier, en janvier, quand on a voté à la fois le plan de marche pour le mandat, on avait dit, on annonce qu'en 2020, lorsqu'il va falloir mettre en œuvre, effectivement, quand on aura les chiffrages, on les a maintenant, eh bien, il faudra s'attendre à ce que, effectivement, la TOM augmente. Eh bien, elle augmentera de très peu. Voilà. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle augmentera non seulement de très peu, c'est une bonne nouvelle, mais on prend rang là. On prend rang, et si l'incitatif est mis en jeu, eh bien, on verra que effectivement le nominal devrait être plus cher, mais que les habitants pourront payer moins cher. Voilà. Allez, on avance parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce plan, notamment un nouveau centre de méthanisation à Murianette. Alors actuellement, il y a une usine de compostage à Murianette. Et là, on va essayer de valoriser les déchets pour produire du méthane qui est injecté ensuite dans le réseau de gaz naturel. Voilà, donc on peut dire à la fois de profiter des innovations technologiques aujourd'hui, parce que la méthanisation a fait beaucoup de progrès. D'autre part, de compenser, vous l'avez cité tout à l'heure, notre déficit énergétique, maintenant on va mettre moins d'énergie dans le chauffage directement. Donc on va le compenser aussi par du gaz, entre autres par un apport de gaz. Et puis d'autre part, c'est d'avoir une équation, y compris économico, je dirais, écologique, quoi, du schéma de traitement qui soit plus radieuse. Quoi. Là, voilà, précisément, dans ce centre de méthanisation, c'est les fameuses poubelles marrons qui vont aller, c'est ça? Alors, c'est ces poubelles marrons. Alors, en plus, ce sera du biodéchet. Donc, c'est quelque chose qui est plus facilement méthanisable que les déchets agricoles, par exemple, qui sont plus complexes. Hein. Voilà. Et puis, ça doit donner un compost à la fin qui va être utilisable par les habitants complètement. Monsieur le Président, il y a une chose qui nous manque quand même dans tout ce dispositif, c'est les ressourceries. Il n'y a pas une vraie ressourcerie digne de ce nom sur l'agglomération, sur la métropole grenobloise. Le Pays voironnais a investi depuis très longtemps dans une vraie ressourcerie. Nous, on a quelques chalets de réemploi, finalement. Et on va copier son exemple. Voilà. Alors, en étant prudent sur la forme, c'est-à-dire que, pour faire simple, on a fait des petites actions de chalets de réemploi, c'est-à-dire qui permettent d'isoler des produits que l'on veut voir durer. Nous avons 4 chalets de réemploi qui ont cet objet. Nous collectons 40 tonnes par an. À la Buisse, dans un seul équipement, ils en collectent 400 tonnes. Voilà. Donc, il n'y a pas photo. Et en plus, c'est efficace. Et la gestion économique est vraiment un modèle. Et on est dans la tendance du Et en plus, on est dans l'aspiration des citoyens de dire, au fait, pourquoi tel objet ne pourrait pas perdurer. Donc combien de ressourceries dans la métropole? Donc on prévoit en volumétrie 7 ressourceries. Par contre, sur le plan de la force, donc 7 fois 4, 28, 2800 tonnes, 3000 tonnes en fait, on vise à extirper de nos déchets 3000 tonnes d'objets qui vont pouvoir durer. Par contre, on est un peu prudent sur la forme parce que ce qu'on souhaiterait, c'est que le tissu que nous avons en associatif sur notre bassin de vie qui est quand même assez exemplaire, quoi, en vivacité, etc., on tient à le protéger aussi. Donc il va falloir qu'on bâtisse avec eux la bonne façon pour qu'on ne vienne pas empiéter. Il n'y ait pas des concurrences malsaines, voilà, qu'il n'y ait pas de notamment avec malsaine. Emmaüs, avec Ozanam et compagnie. Voilà, avec Grenoble Solidarité. Enfin bon, il y a quand même des acteurs importants et qu'au contraire, il va falloir préserver. Voilà. Et puis, et ce sera le dernier point qu'on abordera sur ce grand plan, c'est une police spécifique, la police des déchets, avec des brigades et des sanctions. Et des sanctions, mais l'objet important, c'est toujours l'aspect face cachée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la compétence de la propreté urbaine, la métro. Et cela induit un dysfonctionnement qui est important entre les communes qui ont la compétence et puis nous, où chacun a eu tendance à se renvoyer la balle. Donc la décision dans ce schéma directeur, c'est de dire que la métropole va prendre plus de responsabilités en matière de gestion des encombrants et en matière de propreté des lieux de dépôt de containers ou de déchets. Voilà, donc première chose. La deuxième, c'est qu'on constate que dans tous les endroits où nous faisons des efforts pédagogiques, si nous n'allons pas jusqu'au bout du raisonnement, nous démobilisons complètement nos agents.
hein, et nous ne sommes pas dans la capacité d'être efficaces. Voilà. Donc il y a un moment où tous les dispositifs, il faut qu'ils aillent au bout et notamment au travers donc d'une sanction quand on saura qu'on a affaire à quelqu'un de complètement récalcitrant et qu'il ne veut pas comprendre en dehors de l'amende pour corriger son geste. Voilà. Monsieur le Président, je dois vous interroger aussi sur cette campagne de communication qui a fait polémique en septembre. La sensibilisation du public, on le voit, c'est quelque chose d'essentiel. On mène des campagnes. Celle-ci a un petit peu heurté. On y voit sur une affiche des hommes, sur une affiche des enfants, sur une autre affiche des femmes, tous emballés dans du cellophane pour bien montrer finalement que les emballages sont partout et qu'ils doivent tous aller à la poubelle. Cette campagne a été mal comprise et retirée après avoir fait polémique. Alors, dans la campagne, le sens, pour nous, était évident. Hein. Le premier sens, c'était qu'on allait bien s'adresser à ce que ce soit chaque individu qui est appelé à changer son geste, hein, qu'il soit adulte, enfant, masculin, féminin, etc. C'est tout le monde qui doit changer le geste. Bon, le deuxième point, c'était que les déchets nous étouffent, ils accroissent, hein, et que si on ne fait rien, ils iront jusqu'à nous étouffer. Bon. Alors, emballer une femme dans du cellophane, ça ne va pas passer. Plouf, on a eu des réclamations virulentes, même certains ont été jusqu'à nous traiter quasiment y compris la ministre, concernait quasiment qu'on était comparable enfin, du moins, la ministre Schiappa. Voilà, Schiappa, qui allait nous donner des leçons par rapport aux femmes battues. Enfin, on n'a pas compris les dérives, pas du tout. Hein. Bon, ceci dit, quand quelque chose est mal perçu, c'est mal perçu. Hein. Donc, par contre, dans notre campagne, l'esprit va continuer, c'est-à-dire qu'on souhaite que ce que l'on met en place, premièrement, on souhaite que les déchets soient visibles. On veut arrêter qu'ils... Donc, nous l'avons fait à la foire de Grenoble en mettant, par exemple, une montagne de déchets bien visible, en disant quand vous faites un geste, attention, c'est à ça, au bout de... Et ne serait-ce que dans une collectivité, c'est ça à quoi on aboutit. Voilà. Le message était clair, hein. Tous les emballages se jettent dans la poubelle. Je trie, on le répète. Il nous reste 2 minutes. Vous êtes conseiller municipal d'opposition à Saint-Martin-d'Hers. Cette semaine, vous avez fait une conférence de presse à propos du futur projet NERPIC, hein, la construction de ce pôle de vie, on va dire, sur les anciennes halles NERPIC. Vous avez fait un recours en justice, vous avez perdu, vous avez été condamné à payer 2 000 € à la ville de Saint-Martin-d'Hers. Ce projet NERPIC, le maire dit c'est un projet qui va relancer le potentiel d'attraction de la ville. Alors, je dirais, là, je vais intervenir en tant que métropolitain, hein, pas simplement en tant que martinérois, puisque l'essentiel de ma critique est justement sur cet objet. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus réfléchir sur la mise en place de dispositifs aussi énormes si on ne le fait pas au titre du bassin métropolitain. Voilà. Donc c'est le reproche essentiel. Donc mettre en place un dispositif dont, quand on additionne les surfaces de commercial, eh bien, il n'y aura plus de possibilité pour les autres projets, Sassenage, Fontaine, Comboire, même Grand Place, etc., Saint-Égrève, etc. Il n'y aura plus de possibilités d'aménagement et d'extension de ces lieux qui sont déjà fréquentés. Voilà. Donc on dit question quand même. On ne peut pas, aujourd'hui, le projet s'est monté au titre de la commune, donc la commune le défend, simplement en tant que... Elle le défend en tant que lieu de vie, c'est difficile d'admettre que, d'une manière générale, le service public défende comme lieu de vie un lieu privé. C'est ce qui vous gêne finalement. C'est ce qui vous gêne, c'est que ce soit des entreprises privées qui s'installent ici. Non, c'est pas que ce soit des entreprises privées, parce que dans les projets, on a toujours souhaité que, et puis c'est urgent, que ce lieu-là soit porteur d'un projet. En face du campus, c'est un lieu stratégique. Et puis le maire le dit, le maire de Saint-Martin-d'Hers. Saint-Martin-d'Ers n'a pas de cœur de ville. Eh bien, oui, donc il serait temps d'en faire un. Et on ne peut pas faire un cœur de ville en donnant les clés totalement, même si l'aménageur privé est un aménageur qui a plein d'idées agréables, etc. Mais attendez, c'est pas question que ce soit une entreprise publique qui assure l'animation centre-ville d'une commune. Ça manque d'équipement public, c'est ce que vous me dites. Ça manque d'équipement public, ça manque de responsabilité publique
sur l'animation. Maintenant qu'il faille mettre des commerces, c'est évident qu'il faut en mettre. Hein. Enquête publique à partir du 21 novembre jusqu'au 22 décembre. Chacun pourra donner son avis sur ce projet. En 2 mots, la métropole doit voter contre ce projet ? Eh bien, on souhaitera qu'elle l'examine que quand l'enquête publique sera faite, c'est-à-dire que, c'est mon opinion, je souhaite que la métropole, comme elle l'a fait d'ailleurs ces derniers mois, s'empare du sujet en tant que métropole. Et disent non, on ne veut pas de ce projet. Il faut recomposer ce projet parce que les aspects de circulation, hein, les aspects d'environnementaux divers et surtout les aspects d'équilibre commerciaux sont des responsabilités de la métro. Et la métro ne peut pas regarder ce projet passer sans avoir eu le débat métropolitain sur le sujet. Georges Djaoudi, merci beaucoup d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci, vous restez avec moi encore quelques instants. On va se retrouver tout de suite sur le web, sur les réseaux sociaux. C'est le bonus du Récap Info. On parlera encore de Saint-Martin-d'Air et des questions de sécurité. Merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci pour votre invitation.